Kenya, l'industrie horticole broie du noir. D'après les données du Directoire de l'horticulture, les revenus de l'industrie ont chuté de 6,3 milliards de shillings, soit 58 millions de dollars à 77 milliards de shillings, l'équivalent de 713 millions de dollars durant le premier semestre de l'année. Cette baisse, la plus importante enregistrée depuis 5 ans, s'explique notamment par le repli des recettes générées par les fleurs coupées et les fruits. Alors que le chiffre d'affaires du segment floricole a baissé de 8 milliards de shillings à 50 milliards de shillings, un recul de 500 millions de shillings a été noté du côté des fruits. D'après certains responsables, ces deux filières ont vu sur le premier semestre une dégradation de la qualité de leur expédition vers l'Union européenne, ce qui a entraîné un repli au niveau des prix d'écoulement. La tendance est particulièrement préoccupante pour l'avocat, qui est arrivé en tête des interceptions de produits kenyans sur le marché communautaire en raison de la récolte par les producteurs de fruits non matures pour tirer profit de la vigueur de la demande mondiale. Globalement, il faut noter que la filière légumes est la seule qui affiche un bilan positif avec des revenus en hausse de 3 milliards de shillings à 15 milliards de shillings entre janvier et juin. Au Kenya, les principaux débouchés d'exportation des produits de l'horticulture sont les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la France et la Belgique. En Ouganda, les perspectives de production de vanille sont bonnes en 2021. Selon la dernière note sur le marché mondial publiée en juin dernier par House & Ashman Canada, l'un des plus vieux négociants de la gousse, le pays d'Afrique de l'Est devrait produire plus de 100 tonnes d'épices au terme de la dite saison. Pour la compagnie, ce niveau sera une première pour la filière qui a souffert ces dernières années des mauvaises pratiques culturelles ayant plombé les rendements de l'orchidée. Au-delà du volume, c'est surtout sur le plan de la qualité que l'Ouganda devrait encore plus s'affirmer cette année. Ainsi, grâce à une moindre pression du marché et aux efforts du gouvernement pour que les acteurs de l'industrie laissent jusqu'à leur pleine maturité les gousses, la qualité du produit continuera de s'améliorer d'ici la fin de la saison. Déjà en novembre dernier, le négociant indiquait que la vanille ougandaise a réussi à égaler les standards de qualité de la vanille de Madagascar, la référence mondiale. En Ouganda, la vanille est principalement cultivée dans des districts qui sont frontaliers de la République démocratique du Congo. Le pays est le second producteur africain de vanille derrière Madagascar et compte pour moins de 5% de la production mondiale. En Afrique du Nord, la consommation de blé est attendue à un niveau record en 2021-2022. Selon le dernier rapport du département américain de l'agriculture, le volume de la céréale devrait augmenter à 47,8 millions de tonnes contre 47,1 millions de tonnes un an plus tôt. Pour satisfaire cet appétit galopant, la région pourrait acheter sur le marché international 29,2 millions de tonnes de blé durant la dite saison, ce qui fera de lui le second pôle d'importation mondiale derrière le Moyen-Orient avec 30,6 millions de tonnes. Ce dynamisme du marché nord-africain du blé sera tiré par l'Égypte, qui reste le principal moteur de la zone. Dans le pays des pharaons, premier importateur mondial depuis déjà 15 ans, les acquisitions de blé devraient atteindre 13,2 millions de tonnes. Un stock historique qui continuera de provenir en majorité de la mer Noire, notamment de la Russie et de l'Ukraine qui fournissent d'ordinaire près de 90% de ses besoins d'importation. Pour sa part, la consommation est prévue pour se chiffrer également à un niveau record de 21,1 millions de tonnes avec l'augmentation de la population et des besoins industriels. En dehors de l'Égypte, l'USDA indique que l'Algérie connaîtra une hausse de ses importations de 7 millions à 7,6 millions de tonnes en 2021-2022. De son côté, le Maroc fera partie de ces rares pays de la région à voir ses achats reculer d'une année sur l'autre en raison de la bonne récolte réalisée en 2020-2021 qui diminuera le recours au marché international. Le président du Club de Paris a annoncé un accord historique attendu depuis de nombreuses années pour traiter la dette du Soudan.
Sur un montant de créances de 23,5 milliards de dollars, ce sont 14,1 milliards qui ont été annulés et le reste rééchelonné. À terme, néanmoins, la partie rééchelonnée devrait aussi être largement annulée, d'après celui qui dirige le Trésor français. Cette annonce s'inscrit dans un processus plus large, sous l'égide du Fonds monétaire international prévoyant que la dette du Soudan soit allégée de plus de 50 milliards de dollars ces prochaines années. Cela représente la quasi-totalité, soit 90% de la dette du pays, principalement accumulée lors de la présidence d'Omar el-Béchir. Depuis, un gouvernement de transition qui réunit civils et militaires dirige le pays et a engagé son retour sur la scène internationale. C'est dans ce cadre que s'inscrit la réduction drastique de sa dette. Le processus avait été engagé en mai lors d'une conférence à Paris, lors de laquelle le président français Emmanuel Macron avait déjà annoncé que la France annulerait sa part de la dette soudanaise, soit près de 50 milliards de dollars. Le Club de Paris rassemble une vingtaine d'États, dont les États-Unis et la France, qui détiennent de la dette auprès d'autres pays en difficulté financière. Ngozi Okonjo-Iweala s'est montrée satisfaite de la volonté politique des pays d'aller de l'avant. La Nigériane a reconnu qu'il y a encore de nombreuses questions concernant le test et des différences qui doivent être comblées. Tous les acteurs s'accordent à dire que l'urgence est réelle. Un tiers des stocks de poissons commerciaux étaient pêchés en 2017 à des niveaux biologiquement non viables selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les négociations visant à interdire les subventions favorisant la surpêche ont commencé il y a 20 ans sans jamais aboutir à l'OMC où les décisions sont prises par consensus. Les membres de l'organisation n'avaient ainsi pas réussi à conclure un accord fin 2020, date butoir, fixée par l'ONU en raison aussi de la crise sanitaire qui avait ralenti le rythme des discussions l'an dernier. Mais la nouvelle chef du gendarme du commerce mondial a fait de ce dossier une de ses priorités et souhaite un accord avant la grande conférence ministérielle qui aura lieu pendant la semaine du 29 novembre à Genève. Les discussions à l'OMC visent à interdire les subventions à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, celles concernant les stocks surexploités et celles contribuant à la surcapacité et à la surpêche. Dans les deux derniers cas, le test prévoit que les aides soient autorisées lorsqu'elles encouragent la reconstitution des stocks de poissons à des niveaux biologiquement durables, une proposition qui hérisse certains pays défavorisés. La Chine a annoncé le 15 juillet un tassement de sa croissance économique au deuxième trimestre, plus 7,9% sur un an. L'an dernier, à la même période, le PIB avait connu un rebond de 3,2% après un effondrement historique à 6,8% pour cause de pandémie début 2020. Par rapport au premier trimestre 2021, l'évolution du PIB est en hausse de 1,3%. Désormais quasi débarrassée de la maladie, la Chine a été le premier pays à retrouver dès fin 2020 un niveau d'activité pré-pandémie. Au deuxième trimestre, l'économie chinoise a poursuivi son redressement selon le Bureau national des statistiques qui met toutefois en garde contre de nombreuses incertitudes externes. En cause notamment l'apparition au printemps d'un foyer de Covid-19 qui a pesé sur l'activité dans le sud, dans une province où de nombreuses usines sont implantées et qui reçoit le quart des exportations chinoises. De son côté, la production industrielle chinoise s'est tassée en juin, plus 8,3% sur un an contre 8,8% un mois plus tôt. Le taux de chômage, calculé sur les seuls urbains, s'est affiché en juin à 5%, après un record de 6,2% en février 2020. Le Fonds monétaire international table cette année sur une hausse de 8,4% du PIB de la seconde économie mondiale. So yes, we will keep the 400 on a monthly basis.
L'accord prévoit que 23 membres du groupe OPEP augmentent leur production de 400 000 barils par jour chaque mois à partir d'août, afin de contribuer à alimenter la reprise économique mondiale selon l'organisation qui va évaluer l'évolution du marché en décembre. L'accord trouvé dimanche repousse par ailleurs d'avril 2022 à la fin de l'année 2022 la date limite du plafonnement de la production. Une première réunion prévue début juillet autour de cet agenda avait dû être annulée en raison du désaccord intervenu entre les Émirats arabes unis et le reste de l'Alliance sur un point technique, son volume de production de référence. Ce seuil arrêté à la date d'octobre 2018 correspond pour Abu Dhabi à 3,17 millions de barils par jour. Il ne reflète effectivement pas la pleine capacité de production du pays qui est montée à plus de 3,8 millions de barils par jour en avril 2020, à la veille des coupes du cartel. Les discussions du 18 juillet ont permis d'aboutir à un compromis, selon lequel le quota de production des Émirats sera élevé à 3,5 000 barils par jour en mai 2022. Les quotas de plusieurs autres pays seront aussi ajoutés. Le ministre saoudien de l'énergie a refusé de dire comment ces nouveaux quotas avaient été fixés, affirmant que cela faisait partie de la recherche d'un consensus. L'objectif du cartel est de revenir au niveau de production d'avant la pandémie, car l'Alliance pompe toujours 5,8 millions de barils par jour de moins qu'avant la pandémie.